L'actualité de ce dernier jour reste dominée par le remaniement ministériel qui est intervenu il y a quelques jours avec l'entrée en lice des poids lourds Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Mais quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement qui a été rendu public quelques jours seulement après la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat? Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Alfred Maïcha, député national, élu de Bukavu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à Télé 50 à ce moment. Merci d'avoir honoré une fois de plus notre invitation. C'est un honneur partagé. C'est un plaisir pour nous. Alors vous avez été dans le cadre de vos vacances parlementaires dans votre fief électoral à Bukavu, précisément dans la province du Sud Kivu. Vous y êtes resté pendant quelques temps. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain, sur le plan social, sécuritaire, sanitaire? Oui, je suis allé à 2 temps. J'ai passé tout le mois de février à Bukavu. J'ai conféré avec la population à travers divers mécanismes, des rassemblements populaires, des audiences accordées à des personnalités et à des organisations, de l'adresse à la presse. Cela m'a permis effectivement de ressentir les priorités de la population. Cela fait, j'ai dû revenir à Kinshasa sur invitation du président national, l'honorable Vital Kamerhe, pour participer à des discussions d'intérêt national pour le compte de mon parti. Et je suis revenu avant, effectivement, à la rentrée parlementaire pour me faire enrôler. Et à l'occasion également... Vous avez donc obtenu votre carte. Absolument. Vous avez rempli votre devoir civique. Absolument. Les images existent. Nous avons été accompagnés par notre population à cette occasion. Je dis merci à toutes les organisations qui m'ont accompagné et je demande à celles d'autres qui n'ont pas été informées de nous en excuser. L'essentiel, c'est la communion qu'il y a entre eux et nous pour un objectif commun. Les problèmes à Bukavu sont pareils à travers le pays. Nous avons un problème de gouvernance, aussi bien au sommet que et surtout dans la province du Sud-Kivu. Les problèmes de sécurité se posent, le problème de l'aménagement du territoire. Il suffit qu'il y ait de la pluie, c'est des inondations partout, c'est des maisons emportées, c'est des quartiers pratiquement qui demeurent impraticables. Quand il n'y a pas la pluie, c'est le soleil, c'est des incendies partout. Et comme les maisons se portent les unes des autres, il suffit qu'ils prennent feu, effet d'entraînement, c'est tout un quartier qui est rasé. Nous, en tant qu'élus du peuple, avons apporté la première assistance que nous pouvons organiser en tant que telle, mais nous nous adressons surtout au gouvernement. Vous pensez qu'il y a beaucoup de défis qui restent à relever? Bien sûr, gouvernement central, il y a un ministère de l'aménagement du territoire. Nous devons le sentir à ce niveau-là. Évidemment, au niveau de la province également, parce que l'aménagement du territoire relève des compétences dites concurrentes du gouvernement central et de la province, et donc c'est un domaine de collaboration. Nous plaidons pour l'extension de la ville de Bukavu. Il y a des espaces autour de la ville. Il est tout simplement question que ces espaces soient aménagés pour qu'ils servent ces espaces-là de déversoir du tremplin de la ville de Bukavu. Et qu'en est-il de la vie sociale? La vie sociale. Est-ce qu'il y a-t-il des efforts quand même qui sont faits? Oui, l'entrepreneuriat dans le secteur privé
le peuple du Sud Kivu est un peuple entrepreneur. Oui, l'élevage, l'agriculture, le commerce, on se jette à l'eau. Mais on manque un encadrement institutionnel. Les tracasseries administratives. Qu'est-ce que vous entendez par encadrement institutionnel? J'en parle, l'amélioration du climat des affaires. C'est ça l'encadrement institutionnel. Je parlais de tracasseries administratives, de taxes surélevées, également la fluctualisation monétaire. Ça ralentit l'élan du secteur privé. Alors, il faut baisser les taxes. Et il faut aérer ce circuit-là, la fiscalité. Donc, vous avez une petite unité de production, c'est 15-20 services qui s'y déploient. Le produit que vous avez produit sur place devient non compétitif par rapport à ce qui vient de pays voisins. Et vous pouvez plaider en faveur de la population parce que vous êtes un élu du peuple. Ce n'est pas que je peux, je le fais. Vous le faites, oui. C'est mon travail de tout le temps. Évidemment. Au gouvernement central comme au gouvernement provincial. Mais malheureusement, à qui nous parlons? Parce qu'on a l'impression que nous ne sommes pas assez écoutés. Et c'est pour ça que nous avons toujours demandé au président de la République, qui est l'élu du peuple, autant, d'ailleurs mieux que les députés. Voyez-vous, il n'y a que le député national et le président de la République qui représentent la nation dans son ensemble. Le gouvernement devrait être un instrument mis à la disposition du président de la République, à la disposition de la représentation nationale pour matérialiser, n'est-ce pas, les promesses. Alors sur place, vous avez entrepris des actions à caractère social. On a vu que vous avez remis, on a même vu les images tout à l'heure, vous avez remis des tôles à des familles qui étaient victimes justement des incendies. C'était quoi le but? Oui, il n'y a pas que des tôles. En posant tous ces gestes-là, vous visez quoi? Je dis bien, il n'y a pas que des tôles. Oui. À certains endroits, il y a incendie, on donne des tôles. Là où il y a éboulement, c'est du ciment. Je crois que vous avez remis plus de 200 tôles. Hein? Bien sûr. L'objectif, c'est d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de conditions de vie de ceux qui ont tout perdu. C'est très important. Il s'agit de catastrophes. Mais est-ce suffisant? Nous disons non. Et beaucoup disent, ce n'est pas le rôle du député, nous disons oui. Mais est-il que j'aurais pu ne pas le faire et me mettre uniquement à dénoncer, à plaider auprès du gouvernement? Jusqu'à présent, ces gens n'auraient pas eu ces tôles-là. Ceux qui ont besoin de ciment pour relier un quartier à un autre ne l'auraient déjà toujours pas eu. À d'autres endroits, c'est des puits d'eau que nous faisons. C'est des adductions d'eau à des vastes kilomètres. Ça vient résoudre quoi que nous faisons? Ces tôles, comme problème. Ça vient résoudre quoi concrètement? Un besoin immédiat de l'habitat. Okay. N'est-ce pas? Des maisons ont été calcinées, il faut les refaire. Les gens n'ont pas d'eau. Il faut donner de l'eau. Il y a des quartiers qui ne sont pas reliés. Il faut les relier, soit par des escaliers, soit par des ponts. Il faut du ciment que nous donnons à des comités locaux de développement pour accompagner la population, pour que le plaidoyer que nous pourrions et que nous menons à tous les niveaux les retrouve tout au moins vivants. Donc, nous pensons qu'il y a une urgence. Je crois qu'on peut déjà voir les images à ce niveau-là. La remise des tôles, oui. Il y a une urgence à ce niveau-là pour le gouvernement central, heureusement remanié, et le gouvernement provincial, pour que nous puissions rencontrer les besoins réels de nos compatriotes. Alors j'aimerais qu'on puisse dire également un mot sur les échanges que vous avez eus sur place avec votre base. On a vu que vous êtes entretenu avec cette dernière longuement. Quel était le message essentiel que vous avez pu faire passer, justement, communiquer à votre base? De ma part, nous avons parlé des questions de gouvernance, de la participation citoyenne. On a vu que la salle est pleine. Hein? À la gouvernance, oui. Oui. Nous avons parlé des questions de sécurité.
Eh bien, chez nous, c'est un défi majeur. Nous avons parlé infrastructure. Vous construisez les routes chez nous à l'est de la République, de façon à relier province et province, territoire à territoire. Nous avons un peuple entrepreneur qui ferait le reste. Donc, nous avons surtout écouté également le peuple dans ses besoins primaires. L'emploi. Ils vous ont dit quoi? L'emploi des jeunes. Ok. Le salaire des agents de l'État. Les salaires de l'enseignant. Les médecins, les infirmiers. L'enseignement primaire, secondaire et technique dans son ensemble. Nous avons parlé de la gratuité et c'est constitutionnel. Le président de la République en a fait une action phare de son quinquennat. Mais il faut que ça soit réalisé. Est-ce que le programme de développement de 145 territoires est déjà effectif dans la province du Sud Kivu? Je ne saurais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. Je suis heureux d'ailleurs que le gouvernement soit remanié parce qu'on a l'impression qu'on a lancé ça beaucoup plus pour occuper les médias que de rencontrer les problèmes réels de la population. Je dois avouer que les élus du peuple n'y ont pas joué un grand rôle jusque-là. Mais nous n'entendons pas céder. Parce que, écoutez, lorsqu'on vous dit que l'activité, l'action phare, il faut construire les bureaux d'un administrateur de territoire, il faut construire un centre de santé, c'est bon, mais dans un territoire qui n'a pas de route, comme à Chabunda par exemple, voyez-vous, mais les matériaux de construction arrivent là-bas comment? Vous allez monter des sacs de ciment dans l'avion pour aller construire les bureaux du territoire. Et le citoyen qui passe devant un bureau de territoire requinquin, mais qui ne sait pas atteindre le chef-lieu de sa province, est-ce qu'il se sentira rencontré dans ses besoins primaires? J'imagine qu'il faut repenser le programme. Pour nous, la priorité, c'est d'ouvrir les routes. Un sac de ciment, nous le payons à Bukavu à $14. Vous l'achetez à Chabunda à $120. Vous pensez que ce programme a été... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen que ce sac de ciment atteigne Chabunda sans monter l'avion. Et quand vous voyez le prix du fret par kilo, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça, c'est une priorité des priorités. Nous avons de l'eau partout. Donc, mais il n'y a pas d'eau au village. Nous avons des quartiers dans l'eau, mais il n'y a pas de l'eau au quartier. Il faut voir ça. Donc, oui, il faut dire, le programme de 145 territoires, c'est une bonne chose, parce que là, au moins, on aura envisagé de rencontrer la population dans son dernier retranchement. Mais il faut que le gouvernement, qui doit traduire en action cette vision du président de la République, ait des mécanismes qui permettent à cibler les besoins réels. Là, on voit bien que vous plaidez pour le Sud Kivu. Ah oui, bien sûr. Et à travers le Sud Kivu, toute la République. J'ai un mandat national, M. Christian. Alors, les collègues qui sont élus des autres circonscriptions, nous étions en réunion hier, soulèvent cela comme préoccupation. Donc, il est important, n'est-ce pas, attention, Christian, à quoi ça sert? À l'occasion de mon anniversaire, de me donner comme cadeau une belle paire de chaussures chères, alors que je n'ai pas de pieds. Alors, on va avancer rapidement. Le gouvernement vient de voir le jour, le nouveau Sama 2, donc le gouvernement Sama 2 qui vient de voir le jour avec la présence des gros calibres. On parle de Vital Kamerhe, le président de l'UNC, et Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du MLC. Mais la population se pose quand même la question sur les vrais problèmes qui doivent être résolus. Je voudrais vous poser une question directe. Est-ce que ce gouvernement sera à même de résoudre le problème du social qui se pose avec acuité? Je ne suis pas magicien. Le gouvernement vient d'être mis en place.
comment déjà aujourd'hui, je saurais vous dire qu'il sera capable ou pas. On lui donne le temps qu'il faut. Au regard des gros calibres qui viennent de rejoindre l'équipe. Les défis, s'il vous plaît, les défis majeurs, la sécurité, la crise économique et sociale, n'est-ce pas? La crise, je parle du social parce qu'il y a le secteur de l'emploi et des fonctionnaires de l'État. C'est presque tous les jours que les médecins sont en grève, les enseignants, bref, les fonctionnaires de l'État. Face à ces défis, oui, il s'imposait de remanier le gouvernement. Il y en a d'ailleurs qui pensaient qu'il fallait changer le gouvernement. À la place du changement, on a remanié. Oui, je dois dire que le président de la République, en introduisant des leaders comme Jean-Pierre Bemba à l'ouest, Vital Kamerhe à l'est, a accordé une valeur ajoutée de légitimité sur l'équipe qui existait. Parce qu'ils apportent l'expérience. Absolument. Il n'y a pas que l'expérience que les deux apportent. Ils apportent une caution de légitimité qui n'est pas négligeable. Parce que nous connaissons la capacité intellectuelle de Vital Kamerhe, par exemple. C'est sûr. Alors, Jean-Pierre Bemba, pour des questions de sécurité, il s'y connaît. À mon avis, le choix est correct. Et ça incite à de nombreux compatriotes l'intention de dire on a su trouver l'homme qu'il faut placer. Vital Kamerhe, pour des questions de relèvement de l'économie nationale, on ne s'en doute pas. Nous avons donc, sur le plan des équilibres de légitimité au niveau national, le président de la République pour le centre, Vital Kamerhe à l'est, Jean-Pierre Bemba à l'ouest, le Premier ministre. On a tenu compte de l'aspect géopolitique. Oui, le Premier ministre pour le Katanga. La forme, ça peut donner de quoi espérer. Alors, l'enjeu sur lequel, c'est de garder, n'est-ce pas, la cohésion entre ces grands Parce que leaders. le pays est en guerre, justement. C'est de garder la cohésion. On a besoin de cette cohésion nationale. Entre ces grands leaders et à l'intérieur de chaque composante de la famille politique au pouvoir, pour permettre que les uns les autres puissent déployer au maximum ce qu'ils savent faire dans l'intérêt de la population. Est-ce que vous pensez que le quota réservé aux femmes a été respecté? Parce qu'on voit qu'il y a seulement, si je ne m'abuse, 16 ministères qui reviennent aux femmes. Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, le problème n'est pas... Est-ce que la Constitution a été respectée? Pour moi, le problème n'est pas le nombre de portefeuilles accordés aux femmes, mais plutôt ce qu'elles ont fait de ces portefeuilles-là. Voyez-vous, on a tort de penser qu'il y a un sexe qui veut prendre le dessus sur l'autre. Non, ça cohabite, et harmonieusement d'ailleurs. Très bien. Donc, pour moi, que ça soit 16, 20 ou moins, l'essentiel, c'est l'efficacité, les attentes de la population. Et donc, pour moi, il importe que nous puissions mettre à contribution tout ce que nous pouvons pour relever les défis de la sécurité à l'Est. Alors, le gouvernement... Relever quelque peu la situation économique et sociale du pays, avec un focus, l'organisation des élections à fin parcours. Alors le gouvernement qui vient de voir le jour est rédévable justement devant le Parlement, dont vous faites partie, vous êtes député national. La session de mars venait de voir le jour, venait d'être ouverte, c'est la toute dernière de cette législature. Quels sont les grands enjeux de cette session de mars? Est-ce les élections Christian, ou la guerre? Ce n'est pas la toute dernière de cette législature. C'est l'avant-dernière. Mais évidemment, celle de septembre devra nous trouver en campagne.
C'est une précision de taille. Et voyez-vous, mais elle sera une session également parlementaire. Alors, votre préoccupation, la guerre ou les élections? Non, à la place de où je mettrai eux. La guerre et les élections, les deux à la fois. On nous a imposé la guerre. Ce n'est pas le Congo qui mène la guerre contre quelqu'un. Le Congo se défend. Et dans l'entretemps, la Constitution nous impose d'aller aux élections. On ne sait pas renoncer à l'une ou l'autre de ces contraintes. Alors, le voisin est là, est mauvais alors, qui veut prolonger sa main sur un territoire qui n'est pas le sien, en donnant des reproches au partage qui a eu lieu en 1885 à Berlin. Ses voisins n'étaient pas nés. En tout cas, Paul Kagame, pour ne pas le citer, il n'était pas né. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pouvons-nous croiser les bras pour dire non, on laisse ce gars se promener chez nous parce que nous, on organise les élections? Non. Nous devons lui barrer la route. Et nous savons le faire. Et nous sommes en train de le faire. Évidemment, devons-nous dire, écoutez, nous sommes en guerre. On est en train de chuter. Ok, on n'organise plus les élections. La réponse, c'est non. La Constitution n'a pas prévu ça. Il y en a qui demandent qu'on retouche la Constitution, peut-être pour qu'on puisse prévoir. La Constitution doit être respectée. Ce genre de cas, mais en attendant de la réviser, nous devons la respecter. Donc, tant que faire se peut, nous devons aller aux élections à la fin de cette année. Et dans tous les cas, nous devons mobiliser les efforts nécessaires pour résister contre l'agression extérieure, ramener l'ennemi d'où il vient et pourquoi pas ne pas les poursuivre. Alors très rapidement, on a parlé de la loi sur la répartition des sièges. Le président Mbosso, lorsqu'il ouvrait justement cette session de septembre, il avait fait allusion à ça. De quoi il va être question exactement? La loi sur la répartition de sièges, ce n'est pas une nouveauté. C'est dire, parce que la loi électorale veut que chaque circonscription ait des sièges proportionnels au nombre de compatriotes enrôlés. Eh bien donc, après un enrôlement, il faut procéder à la répartition des sièges. Parce qu'il n'est pas évident que chaque entité garde le même poids électoral qu'il avait au cours des élections passées. Sinon, quelqu'un pourrait se dire, mais on a réparti les sièges, restons-en. Non. Donc, à la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs, nous aurons une idée sur l'ensemble des compatriotes qui se sont enrôlés. On répartira également au niveau de chaque circonscription électorale. On aura une idée sur combien il faut avoir pour être représenté par un siège. Et on aura effectivement autant de sièges par circonscription que la circonscription concernée contient autant de fois le nombre d'électeurs voulus pour être représenté par un siège. Est-ce que la proposition de loi sur la congolité a été inscrite au calendrier tel que adopté récemment par vous? Mais ce n'est pas un tabou, Christian. Je dois dire oui. Et pour moi, ce n'est pas un tabou. Beaucoup disent que ça viole la Constitution. Non, mais il faut d'abord lire ce qui est prévu pour savoir qu'est-ce qui heurte la Constitution. Parce que les gens ne voient que les conditions pour accéder à la magistrature suprême. Oui, parlons-en. La Constitution veut que pour être candidat président de la République, s'il vous plaît, il faut être citoyen d'origine. N'est-ce pas, Christian? Oui. Mais ce n'est pas la Constitution qui définit le citoyen d'origine, le Congolais d'origine. Mais ce n'est pas prioritaire en ce moment où le pays a besoin de l'unité. S'il vous plaît, le Congolais d'origine est défini par la loi. Et aujourd'hui, il est dit qu'un Congolais d'origine, c'est lui dont le père
où la mer appartient à l'une des tribus établies sur le territoire devenu République démocratique du Congo dès son accession à l'indépendance. Donc on retient que la question sera discutée au Parlement. Alors, si on remplace ou par eux, au lieu de l'alternative, ça devient la conjonction. Et donc, monsieur Christian, il faudra que ton père et même ta mère appartiennent aux tribus qui étaient établies en République démocratique du Congo au moment de son accession à l'indépendance pour qu'un jour tu postules la magistrature suprême. C'est cela le débat. Alors, pour moi, écoutez, ce n'est pas aussi démocratique d'empêcher qu'un débat ne soit ouvert. Donc, il faut laisser que le débat soit ouvert. Les représentants du peuple pourront en discuter si jamais la loi est présentée. Pour moi, je ne saurais pas dire que ça vise un seul citoyen. Ça serait prématuré de le dire. Et je ne vais pas dire aussi que c'est innocent parce que c'est porté par des politiques. Voyez-vous? Mais dans tous les cas, le débat parlementaire permettra soit de rejeter la loi, soit de la recevoir et l'améliorer dans les commissions je crois qu'il y a lieu de privilégier l'unité, surtout en ce temps où le pays est agressé. C'est par ici que prend fin cette émission. Alfred Maïcha, député national élu des Bukavu, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Christian. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.